Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Finn, je vais chaudement, mais je reste au frais. C'est ça. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est un peu sensible parfois pour les libéraux ou les libertariens. Je dirais que c'est un petit peu le talon d'Achille et c'est pour ça qu'il faut en parler. Euh, il s'agit de prendre en compte, disons, les conditions dans lesquelles euh, la réforme vers la liberté a lieu. Je m'explique. On comprend bien que lorsque nous avons une société administrée telle que la société française ou n'importe quelle en fait société occidentale, avec des très fortes dépenses publiques et euh, beaucoup de subventions, d'allocations qui sont envoyées à droite à gauche, des énormes distorsions dans la société, on comprend bien que si on bouge vers le libéralisme, ça risque évidemment, même pas ça risque, c'est certain d'avoir des conséquences qui peuvent être relativement négatives pour certains groupes, des groupes qui ont beaucoup bénéficié de la largesse de l'État social, et cela évidemment peut créer des troubles sociaux, peut créer des troubles même politiques. Et donc, disons, on est dans le cas de figure un petit peu paradoxal où on dit, oui, le libéralisme va vous apporter un niveau de vie plus élevé, plus de liberté, plus de richesse, d'une manière générale, et c'est ce qu'on dit et ce qui est vrai, mais en même temps, l'implémentation même du libéralisme va entraîner une dégradation du niveau de vie, peut-être de la sécurité, pour un certain nombre de personnes dans la société parce qu'il y a cette phase d'adaptation qui effectivement rend la situation un petit peu compliquée. Imaginons par exemple que nous enlevons le SMIC en France et nous introduisons, disons, une simplification du code du travail et les salaires sont réglés par le marché. Eh bien, il va y avoir beaucoup de salaires dans les grandes villes comme Paris qui vont probablement augmenter, mais il va y avoir beaucoup de salaires dans d'autres parties de la France rurale, qui vont significativement baisser. C'est juste une observation. Donc cela va avoir une conséquence, cela va générer aussi des réactions chez les gens. On ne va pas vivre forcément de la même manière. Si on s'aperçoit tout d'un coup qu'on ne peut pas avoir un salaire minimum dicté par l'État, par exemple, et qu'il est à 500 euros, je dis n'importe quoi, mais 500 euros plus bas. Donc, ceci est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on, disons, lorsqu'on milite politiquement aussi pour le libéralisme, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rester dans sa tour d'ivoire et de parler de libéralisme. C'est bien, il faut avoir des théories, il faut imaginer la société libérale. Je pense que l'imagination est très importante. Il faut comprendre comment le marché libre fonctionnerait euh, avec les lois économiques naturelles qui existent, mais nous ne sommes pas dans ce genre de société. Donc, ça veut dire qu'il y a toute cette phase de transition qui est compliquée, qu'il faut expliquer, qu'il faut planifier. Et on prend par exemple l'exemple de l'Argentine, hein, qui est très parlant, parce que l'Argentine, avec Milei, est en train de réaliser beaucoup de réformes libérales, et on a bien vu une certaine grogne au sein de la société, parce que beaucoup de personnes ont vu leur niveau de vie baisser. Donc effectivement, il ne s'agit pas de toute la population, il s'agit de choses temporaires, mais temporaire, ça peut vouloir dire plusieurs années aussi. Donc, c'est pour ça que je soulève cette question. Je pense qu'il est important pour les libéraux d'adresser cette question. Elle n'est pas suffisamment adressée à mon avis. Et je sais que tu as réfléchi à cette question, donc si tu as des commentaires.
Oui, c'est une question à laquelle j'ai déjà réfléchi. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que passer d'une économie, on va dire, un minimum libéral ou un minimum capitaliste, un minimum libre, à une économie socialiste, socialisée, à l'État-providence, à une société de redistribution étatique, c'est facile. C'est facile parce que il y a de quoi à voler, si tu me permets l'expression. Bastia, il parle, lui, de spoliation légale. Les Américains, ils disent le pillage légal. Ça veut dire que dans ces sociétés-là, il y a de la trésorerie, puisque ce sont les retraites ce sont par capitalisation, les sociétés d'assurance couvrent une partie des soins médicaux, ça dépend comment c'est organisé, donc il y a de la trésorerie. Les gens sont tenus d'avoir une prévoyance pour l'avenir. Donc, quand on passe d'une société de prévoyance où il y a la trésorerie à une société socialiste, c'est facile. L'État confisque la prévoyance, il confisque la trésorerie, il transforme ça en pyramide de Ponzi. Les entrants payent pour ceux qui y sont déjà. Il faut toujours qu'il y ait des entrants. Et pendant ce temps, eh bien, il va vivre sur la bête, c'est-à-dire qu'il va liquider la trésorerie. À un moment, il n'y aura plus de trésorerie. Ça se passe très très vite. La trésorerie s'épuise. Ça se passe très très vite. Et puis on rentre dans une spirale du déficit. C'est ce qui s'est passé en France et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. On atteint alors un point qui est relativement paroxystique dans les déficits et les dettes. Et malheureusement, un certain nombre d'hommes politiques ont la quasi-totalité des hommes politiques au pouvoir qui aspirent à l'être pensent qu'on peut continuer comme ça. Et leur raisonnement pour revenir à une société d'équilibre ne tient pas la route parce que c'est la structure même de la société qui induit ces déficits et ces dettes. Alors, une fois qu'il n'y a plus rien à voler, eh ben, le socialisme s'arrête. Donc, il faut bien passer à une économie où de nouveau on produit des richesses, on produit de la trésorerie et on produit de l'épargne par le biais de la prévoyance. Cette période-là, pendant laquelle il faut reconstituer les réserves, est une période de transition qui peut être longue. Cela dit, les expériences qui ont été faites, tu parles de l'Argentine, mais on peut aussi citer le Chili. Quand le Chili est passé la retraite par répartition à la retraite par capitalisation, le délai qui avait été prévu a été dans les faits plus court. Ça veut dire que ça s'est passé plus vite. Donc, une fois que la machine à produire des richesses et de la prospérité, c'est-à-dire la liberté économique, est lancée, c'est une machine dans la croissance exponentielle et qui produit beaucoup et de plus en plus de richesses. Et les richesses produites alimentent les richesses produites. Et ainsi, on peut recommencer par le biais de la prévoyance, à avoir de la trésorerie, les entreprises en trésorerie, la société a la trésorerie, et cette trésorerie est investie. Le délai pendant lequel on passe d'une société de pénurie, de misère noire, où il n'y a plus rien à distribuer, à une société d'abondance, c'est ce délai-là qui est difficile à concevoir pour les gens et qui est difficile pour les libéraux à expliquer. En fait, si on veut vraiment que ça se passe le mieux possible, il n'y a pas d'autre solution en vérité que d'arriver très rapidement, si j'étais audacieux, je dirais, en un exercice budgétaire un excédent budgétaire. Parce que à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut baisser les impôts, bien sûr. Il faut baisser encore plus les dépenses publiques que les impôts pour avoir un excédent budgétaire. Cet excédent budgétaire, c'est ce qui va permettre d'amortir la transition. Parce que, par exemple, les personnes qui ont une retraite par répartition, il faudra bien continuer à les payer. Les personnes et la dette, il faudra bien non seulement payer la charge de la dette, mais aussi commencer à payer le capital. Sinon, on n'en sortira jamais. Donc, il faut passer très, très vite à une période d'excédent budgétaire. Et ça, les hommes politiques aujourd'hui, quels qu'ils soient, j'ai dit ceux qui aspirent au pouvoir ou qui ils sont incapables de raisonner comme ça. Ils veulent te rabioter 40 milliards par-ci par-là, non, rabioter, augmenter les impôts de manière déguisée par-ci par-là, on dit 40 milliards, alors que l'enjeu est complètement différent. L'enjeu, c'est l'excédent budgétaire. Et si on veut un excédent budgétaire, ces gens-là ne sont pas formés, ils ne peuvent même pas imaginer un excédent budgétaire. C'est pas dans leur Oui, logiciel, comme on dit exactement. aujourd'hui. Donc, je pense que si on veut vraiment réformer euh, les choses et passer au libéralisme en tenant compte de cette période de transition qui est difficile pour les gens,
Il faut absolument que on va dire, cette caste politique soit remplacée par Oui, des gens qui aient suffisamment d'audace ça, je l'ai déjà dit, il y en a des vidéos, mais des gens qui ont travaillé, ou qui savent ce que c'est que le travail, ou qui savent ce que c'est que de gérer un foyer et qui ne vivent pas, n'ont pas fait une carrière politique, qui ne vivent pas d'un métier politique, parce que ces personnes-là ne peuvent pas concevoir une société différente que ce qu'elles ont. Et elles n'auront jamais le courage d'expliquer aux Français la réalité, c'est-à-dire que de toute façon, on continue comme ça, on s'écrase, mais on se vautre, il n'y a plus rien. Soit on s'arrête, on a une période difficile, mais on se serre tous les coudes et ça repart. Parce qu'on fait confiance aux gens, on leur rend les rangeances, les salaires complets, etc. Plus on attend, plus c'est difficile. Donc je pense qu'il faut bien expliquer aux gens que certes, comme tu le dis très bien, il y a une période de transition qui est difficile, mais si vous ne faites pas cette période de transition, ça va être, si, pardon, si vous, plus tôt vous ferez cette période de transition, plus elle sera courte. Plus vous tardez, plus le passif sera lourd à éponger. oui, je suis tout à fait d'accord. Je voulais reprendre un petit peu un point que tu as mentionné. Quand tu dis il est facile d'aller vers le socialisme, je suis 100% d'accord. Mais néanmoins, rappelons-nous, donc, oui, et c'est vrai pour deux raisons. Le premier, c'est, en fait, aller vers le socialisme, ça veut dire donner encore plus de pouvoir à l'État. Donc, évidemment que les politiques et les fonctionnaires vont être, disons, intrinsèquement d'accord, indépendamment si ça peut faire du bien ou non à la société, ils vont être d'accord avec cette proposition parce que ça va augmenter leur importance et leur pouvoir. Les départements vont être créés au sein de l'État, des départements vont grandir au sein de l'État, le budget va augmenter, le pouvoir politique va augmenter, l'État va prendre de plus en plus d'envergure dans la société, donc ça veut dire une ampleur. Donc je pense que c'est évident comme explication. Et l'autre explication qui explique pourquoi il est facile d'implémenter le socialisme, c'est que, euh, évidemment, intellectuellement et même, disons, émotionnellement, ça attire beaucoup de personnes qui, disons, ne prennent pas le temps de regarder, disons, la partie plus rationnelle du fonctionnement du marché euh, et ne comprennent pas la nature de l'État. Donc, ça se passe réellement beaucoup au niveau émotionnel et je le sais pour avoir parlé avec beaucoup de personnes qui ne sont pas très éveillées peut-être politiquement, mais qui sont socialistes parce que ils veulent tout simplement le meilleur pour leurs voisins. Et ça c'est extrêmement dangereux évidemment, mais c'est le cas. Et ensuite, la troisième raison, je dirais, c'est que il y a cette partie externalité. On sait bien que le socialisme ou disons, l'étatisme, l'interventionnisme d'une manière générale, hein, pour utiliser le terme de Mises, a tendance à favoriser certains groupes par rapport à d'autres. C'est pas forcément toujours les riches auxquels on prend et on donne aux pauvres, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a différents groupes et secteurs dans la société étatiste qui sont privilégiés par rapport à d'autres. Ça c'est clair. Mais cela n'est pas évident. Cela n'est pas évident. Cela, pour comprendre cela, cette répartition, cette redistribution, il faut l'étudier. Sinon, on la voit pas. Donc, on revient au concept de Bastia qui est si important, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc, le socialisme est beaucoup basé sur ce qu'on voit. C'est-à-dire, on donne des allocations à tel groupe. C'est très évident pour ce groupe, mais même pour les autres. Par contre, ce qu'on ne voit jamais, ce sont les conséquences de ces interactions ou de ces politiques publiques. Donc ça, je pense que c'est ces différents arguments ou explications qui expliquent justement pourquoi le socialisme, la route vers le socialisme est malheureusement relativement plus simple que d'aller dans le sens contraire. Et tu as aussi partagé pourquoi il est difficile d'aller dans le sens contraire. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est ça qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes arrivés au bout du rouleau. Il n'est plus possible d'augmenter la charge fiscale sans avoir des émeutes. Et ça, c'est valable plus ou moins
et aussi sans détruire réellement l'économie, encore plus. Euh, et ça, c'est valable pour, non seulement pour la France, mais beaucoup de pays européens. Donc, ça veut dire qu'on est arrivé au bout du rouleau où la seule réforme possible, c'est de desserrer un petit peu cet étau autour de la France et d'autres sociétés extrêmement administrées. Euh, et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas se concentrer sur une seule réforme, comme tu dis, il faut mettre cela en musique. C'est-à-dire qu'il faut baisser les dépenses publiques à un certain rythme. Il faut en même temps baisser les impôts. Lesquels? À un certain rythme. Lequel? Il faut réformer le code du travail. Comment? Avec quelle priorité? Ce sont des questions très pratiques et même, disons, très pragmatiques auxquelles il faut faire face et qui ne sont pas évidentes, qui vont avoir une réponse au cas par cas. Ce qui va être le cas pour le Brésil ou pour l'Argentine, par exemple, ne va pas forcément être le cas pour la France parce que cela va dépendre de la structure institutionnelle, culturelle, sociale, économique de chaque pays. Donc, il y a, il y a vraiment une analyse à faire pour que ça se passe le mieux possible. Et le troisième point, je voulais mentionner, c'est justement, tu comparais le Chili et l'Argentine. C'est très intéressant parce que justement, je lisais l'autre jour un article sur l'Institut Mises qui comparait justement les réformes libérales qui ont eu lieu au Chili par rapport à celles qui ont lieu avec Milei, donc en Argentine. Alors, le Chili était sous dictature et euh, leur, en fait, leurs réformes ont été acceptées beaucoup plus facilement par la population parce que c'était l'attitude, la seule attitude en réalité qui était véhiculée par une grande partie des médias. Donc, et on voit bien donc le manque de liberté a facilité certaines choses au début. Et on peut dire un petit peu la même chose sous l'Espagne de Franco, le manque de liberté politique. Et on peut voir aussi que le manque de démocratie a fait que le Chili a pu étaler des réformes sur de très nombreuses années, et cela n'est pas possible en démocratie. Milei, il doit aller très vite, il doit également réfléchir à son électorat, ceux qui vont voter pour lui en 2027. Il faut absolument qu'il arrive à un état du pays pour qu'il puisse, entre guillemets, vendre déjà un certain succès de ces réformes déjà en 2027. Donc on voit que paradoxalement, passer d'une société très étatiste, interventionniste, socialiste, est plus facile quand il y a moins de liberté, moins de démocratie. Mais quand nous sommes dans une société où l'opinion publique compte pour beaucoup, nous avons des échéances électorales, la situation devient euh, un peu plus compliquée. Donc ça, c'est un petit peu aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, notamment pour la réforme à venir pour la France. Je ne sais pas si tu avais quelques commentaires Oui, finaux avant de oui, conclure. oui, oui. Disons que l'État-providence, la social-démocratie, est une démocratie électorale, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément un pays de liberté. On a déjà parlé de la démocratie, liberté, on a déjà parlé de ça. Les hommes politiques que nous avons depuis des décennies sont des hommes politiques qui sont habitués à la dépense. Ils sont structurés, ils sont formatés à dépenser, c'est-à-dire soit ils dépensent pour acheter des voix, à leur clan, à leur catégorie, à leur soutien, soit ils dépensent pour arroser le capitalisme de connivence et avoir un retour, ou alors donner un retour sur investissement. On pourra parler un jour du capitalisme de connivence. Donc, ce sont des personnes qui sont habituées à dépenser et qui sont formatées à dépenser. Le système que donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils ne sont pas du tout prêts à prendre des réformes rapides. Tu disais qu'il y avait un certain délai. Moi, je pense que dans un système qui est démocratique, donc qui dépend des électeurs et des voix des gens, on peut passer que par voie référendaire. Parce que les partis politiques, comme je t'ai dit, sont des gens qui sont bloqués, ils sont formatés à dépenses. Donc, il faudra passer par voie référendaire avec les gens. Il faudra d'abord leur rendre leurs sous, c'est-à-dire un salaire complet, etc. L'intégralité des revenus, on en a déjà parlé. Une fois que ce sera fait,
On pourra à ce moment-là leur proposer des réformes, mais surtout ce qui est important, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que ces réformes soient rapides. Parce que, je dis, si j'étais audacieux, je dirais un équilibre un budget. C'est-à-dire, on passe d'un budget déficitaire de 180 milliards à un budget excédentaire. Je pense qu'en un exercice, c'est possible. Mais il faut vraiment une adhésion de la population. Il faut vraiment mettre les cartes sur table, les cartes sur la table de la population et par voie référendaire, la faire passer ce qu'il faut. C'est-à-dire il y a tout un tas d'impôts inutiles qui servent à rien, qu'il faut supprimer, carrément supprimer. Il faut mettre, l'idéal serait d'avoir un seul impôt pour proportionnel et faible et de structurer le pays. À partir de là, toutes les subventions, tous les impôts de production, toutes les subventions, etc. Je te prends des sous, je te donne pour aller là où tu veux. Non, ça, il n'en faut plus. Les ODAC, ça, il n'en faut plus. Si on veut vraiment s'attaquer au cœur du problème, toutes les dépenses inutiles, c'est-à-dire les dépenses politiques ou idéologiques, comme les dépenses pour la transition écologique, tout ça, ce sont des dépenses, c'est des dépenses qui sont faciles à enlever à partir du moment où on rend les sous aux gens. Pour être simple, je pense que si les gens, par exemple, si on donne aux gens pour le passer du socialisme à l'économie libre, si on donne aux gens leur salaire complet, il faut qu'à la fin du mois, un SMICAR, tu parlais au départ, il passe de 1400 net à 2800. Ça, c'est une fois qu'il a tous ses sous, c'est 2800. Et ensuite, il ouvre sa fenêtre, je l'avais déjà dit dans une conférence, il ouvre sa fenêtre, le prix de l'essence n'est pas à 1,60, le prix de l'essence, c'est le tiers, c'est-à-dire 55 centimes, quoi. Mais il faut que ce soit tout de suite. Il verra sa facture d'énergie qui a baissé, tout ça. Parce que l'État s'est concentré sur ses fonctions régaliennes de sécurité et il a laissé la liberté aux gens d'agir. Et c'est cette liberté des gens d'agir qui va permettre aux personnes de travailler, de garder le fruit de leur travail et de générer et d'engendrer de la richesse. Et c'est cette richesse-là, comme tout à l'heure, ce cercle vertueux qui va commencer. Il va commencer petit, puis la machine va partir. Et on va se retrouver avec une société qui, au final, sera une société prospère et une société, on va dire, de solidarité, puisque la véritable solidarité, c'est d'échanger, pour reprendre ce qui disait Bastiat, ce sont c'est quand les gens échangent des services utiles, c'est pas quand les gens achètent des électeurs, hein. Ça, c'est plus une société solidaire, ça, voilà, on pourrait continuer longtemps, mais je pense que pour moi, aujourd'hui, c'est bien. Merci, Patrick. Merci, Finn, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée.